j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage de Nietzsche assez connu, qui est La généalogie de la morale, euh, qui paraît en 1887, donc entre Par-delà bien et mal et Ecce Homo, donc qui se situe à la fin de sa période consciente et créative. Alors, c'est un ouvrage qui est assez original, enfin pour Nietzsche, dans sa forme, puisqu'il abandonne les aphorismes, ces petits textes courts, qui peuvent parfois même faire une seule phrase, pour une forme plus classique, puisque la généalogie de la morale est constituée d'un avant-propos et de 3 traités ou 3 dissertations. Selon les traductions, on utilise un mot ou l'autre. Alors, si l'ouvrage est original dans sa forme, il ne l'est pas vraiment sur le fond, puisque la question de la morale traverse toute l'œuvre de Nietzsche, depuis Aurore jusqu'à la généalogie de la morale. Il parle de morale dans quasiment tous ses ouvrages. C'est aussi une question classique en philosophie, la question de la morale, de l'éthique. On en parle chez les Grecs, on en a parlé tout le temps, et même à l'époque de, de Nietzsche, les utilitaristes anglais ont parlé de morale. Paul Ray, son futur ami, a écrit un livre sur l'origine des sentiments moraux, je crois que c'est le titre. Et puis même Schopenhauer, par exemple, avait écrit un livre sur les fondements de la morale. Alors, ce qui est un petit peu original dans l'approche de Nietzsche, c'est que justement, il va étudier la morale, non pas en soi, qu'est-ce qui est bien en soi ou qu'est-ce qui est mal en soi, comme si le bien et le mal existaient en quelque sorte de toute éternité, et que leur valeur était une de leurs caractéristiques. Ceci est bien ou ceci est mal. Non, Nietzsche va s'intéresser à l'histoire de la morale. Comment la morale est apparue, comment justement les valeurs ont été déterminées, qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce qui a été mal. Pourquoi on a décidé que ceci était bien ou ceci était mal. Alors là, c'est pareil, Nietzsche, j'ai envie de dire, il s'inscrit dans une certaine tradition au XIXe siècle, enfin une tradition, une, comment dire, une caractéristique du XIXe siècle, c'est d'étudier l'histoire des choses. On prend conscience, au tournant du XVIIIe et du XIXe, que notre monde, justement, n'existe pas de toute éternité, qu'il a une histoire. Alors, pas encore l'univers entier, ça on le découvrira au XXe siècle, mais les sociétés humaines ont une histoire, les espèces ont une histoire avec Darwin, et donc pour Nietzsche, la morale elle-même doit avoir une histoire. D'autant plus que, comme Nietzsche voit le monde comme un ensemble de forces qui s'affrontent, des forces qui cherchent à exercer leur volonté de puissance, eh ben forcément, ce combat, cette lutte, ce polémos, aurait dit Héraclite, euh, crée une histoire. Comme l'histoire des hommes et l'histoire par exemple pour Marx, de la lutte des classes, et ben pour Nietzsche, l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des forces. Et en particulier des forces qui vont déterminer des morales. D'ailleurs, dès le début de l'avant-propos, euh, Nietzsche nous fait comprendre que étudier la morale, c'est étudier l'humain. Il dit que jusqu'à présent, on ne s'est pas vraiment posé la question de ce qu'était l'humain, mais que lui va chercher à comprendre donc, ce qu'est la morale, comment elle est apparue, etc., comment on a déterminé les valeurs, en tant qu'homme de connaissance. Oui. Il ne s'agit pas de dire, voilà, l'humain c'est ceci, comme ça, selon une idée de l'humain, mais de l'étudier en homme de connaissance. Alors, ça peut paraître surprenant pour beaucoup de personnes qui pensent que Nietzsche est opposé à la connaissance. Alors, on fait souvent de Nietzsche l'inventeur des fake news, ce qui est vraiment extrêmement injuste, puisqu'à de multiples reprises, il se positionne en homme de connaissance. Donc, c'en est une preuve de plus. Et donc, il va étudier la morale et son histoire en tant qu'homme de connaissance. Et à travers cette connaissance, on va comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'humain. Et donc, euh, cette histoire, enfin cette généalogie de la morale,
va chercher à comprendre ce que sont nos préjugés moraux et quelles sont leurs valeurs. Ça, là, c'est intéressant parce qu'en général, donc, ce qu'on appelle ce que là, il appelle des préjugés moraux, c'est justement ce qu'on appelle des valeurs. Par exemple, le bien, le mal, et tout ce qui est considéré comme bien et tout ce qui est considéré comme mal. Par exemple, la générosité, c'est bien, et l'égoïsme, c'est mal. Nietzsche nous dit qu'il va falloir interroger la valeur de ces valeurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on considère que la générosité, c'est mieux que l'égoïsme? Quelle est la valeur de cette évaluation? Vous voyez, il fait du Nietzsche au carré, en quelque sorte. Hein. Les valeurs nous permettent d'évaluer le monde, d'évaluer des situations, mais lui va vouloir évaluer cette évaluation et comprendre pourquoi, comment elle est apparue et comment elle a évolué. Et comme souvent chez lui, le critère qu'il va utiliser pour l'évaluation, c'est la vie. Est-ce que la générosité ou l'égoïsme favorisent la vie? Est-ce qu'elles permettent l'accroissement de la puissance? Parce que c'est ainsi qu'on va évaluer ces valeurs. Est-ce qu'elles sont bonnes pour la vie ou mauvaises pour la vie? Et la vie, ce n'est pas forcément la vie d'un individu, ça peut être la vie d'une société. Puisqu'à un moment donné, il utilise l'expression, est-ce que ça a favorisé le développement de l'humanité? Donc pas seulement d'un individu. Encore une fois, Nietzsche n'est pas forcément un penseur individualiste. Vous voyez, c'est toujours plus nuancé que ce qu'on croit avec Nietzsche. Et d'ailleurs, dans cet avant-propos, quand il parle de cette recherche qu'il veut faire en tant qu'homme de connaissance, il décrit un peu ce qui devrait être pour lui la recherche philosophique, et une sorte de méthode philosophique. On sent qu'il y a là une allusion à Descartes, et d'ailleurs il utilise comme Descartes l'image il assimile la philosophie à un arbre. Mais vous savez que pour Descartes, il y a la métaphysique, la science, etc. Mais pour Nietzsche, il prend cette image et il dit la recherche, la méthode scientifique, c'est un arbre qui va porter des fruits. Ces fruits, ce sont des connaissances. Et là, il ajoute, peu importe que ces fruits soient à notre goût. Ça aussi, c'est une idée qu'on retrouve plusieurs fois chez lui quand il parle de connaissance. Il dit que la connaissance ne va pas forcément nous faire plaisir. C'est peut-être même pour ça qu'il faut l'étudier. Parce qu'elle va à l'encontre de nos visions du monde, où on cherche souvent à voir le monde avec des lunettes roses, on dirait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire voir le monde tel qu'on a envie de le voir. Lui nous dit la connaissance apporte des fruits, c'est un fruit qui n'est pas forcément à notre goût. Et c'est pour ça qu'il faut la rechercher. Hein. C'est bien une pensée, là on peut dire que c'est une pensée tragique. Hein. C'est-à-dire l'idée que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, mais qu'on doit malgré tout le connaître tel qu'il est. Et donc, cette recherche sur la morale, la généalogie de la morale en tant que connaissance, ne va pas forcément nous faire plaisir. En quelque sorte, il nous prépare à ça. Alors, on passe maintenant au premier traité de son livre. Il commence par critiquer ce qu'il appelle les psychologues anglais. On pense qu'il faisait allusion aux utilitaristes, qui justement pensaient que les notions de bien et de mal, les valeurs morales, donc par exemple, encore une fois, la générosité, je prends cet exemple à chaque fois, hein, la générosité vis-à-vis de l'égoïsme, c'est aussi un exemple que Nietzsche prend. Hein. Il dit, mais pourquoi ne pourrait-on pas valoriser ou choisir l'égoïsme plutôt que la générosité? Et donc, pour les Anglais, enfin les utilitaristes, si ces valeurs ont été acceptées, choisies, sélectionnées, c'est parce que elles étaient utiles à la société. Mais malheureusement, d'après Nietzsche, ils ne disent pas pourquoi elles sont utiles, et même il paraît, j'ai pas pu vérifier ce point-là, mais que on a oublié pourquoi ces valeurs étaient utiles. Ce qui semble absurde à Nietzsche, parce qu'il dit si elles étaient utiles il y a longtemps, elles devraient l'être encore aujourd'hui, et donc on devrait comprendre
pourquoi elles sont utiles. Malheureusement, on ne le sait pas. Et donc ça va être l'objet, lui, de sa recherche, de comprendre pourquoi ces valeurs ont été sélectionnées. Alors pour faire cette recherche, Nietzsche va utiliser une méthode où il va plutôt s'appuyer sur un savoir qu'il a, qu'il connaît bien, euh, qu'il a acquis dans ses études de philologie. On sait que Nietzsche est un philologue en fait. Il n'a pas fait d'études de philosophie, mais à travers, dans ses études de philologie, bon ça je l'ai raconté dans une vidéo sur la vie de Nietzsche, mais dans ses études de philologie, il a beaucoup étudié les philosophes, en particulier les philosophes grecs. Et donc Nietzsche va faire une sorte d'analyse linguistique, ou plutôt étymologique, des mots comme bon, mauvais, bien, mal, etc. Il va s'appuyer donc sur des études étymologiques dans 3 langues, l'allemand, le grec et le gaélique. Je ne savais pas que Nietzsche avait... L'allemand, on sait sa langue, le grec, on sait qu'il avait des connaissances, bien sûr, il connaissait très très bien le grec, puisqu'il a fait de la philologie sur les auteurs grecs. Le gaélique, je ne le savais pas. Et donc, il s'appuie sur des études étymologiques dans ces langues-là, pour découvrir qu'en fait, à l'origine, les mots bons, par exemple, étaient utilisés par les puissants, pour se désigner eux-mêmes. Ce qui veut dire que ce qui était bon, ça n'était pas en fonction de critères moraux, on va dire, mais c'est juste ainsi que les puissants, les forts, les actifs, on dirait, désignaient leurs propres valeurs, leur propre comportement, leurs propres décisions. Ce que nous faisons est bon, parce que nous sommes des puissants, des actifs. Donc ces forts n'agissaient pas en fonction de l'utilité. Comme toujours chez Nietzsche, ils sont le siège de forces actives et réactives, mais chez eux, ce sont les forces actives qui sont les plus puissantes, on va dire. Et donc, c'était ce que leur faisait faire, en quelque sorte, leur force active, qu'ils considéraient comme bon, sans considération d'utilité ou de morale. Et donc, par opposition, ils désignaient comme mauvais ce qu'ils n'étaient pas eux. C'est-à-dire, on peut presque voir la mauvaise comme on dirait une mauvaise maladie, ce qui est malsain, vous voyez, ce qui va empêcher l'action. Puisque dans l'idée de Nietzsche, les puissants en question, ce sont ceux qui agissent. Et donc, est mauvais ce qui empêche l'action. Ce n'est pas, encore une fois, là, on est vraiment dans une philosophie de l'action, de la puissance. Et donc, est bon ce qui donne de la puissance, est mauvais ce qui bloque la puissance, ce qui l'empêche. C'est en quelque sorte, le bon, c'est ce qui est synonyme de bonne santé, et le mauvais de mauvaise santé. Mais pas seulement au sens physique, c'est au sens général, la santé physiologique. Nietzsche aime beaucoup le mot physiologique. Donc, ce qui nous fait agir. Donc à partir de cette idée de ces forts, de ces puissants, qui déterminent ce qui est bon, Nietzsche développe 2 idées. La première idée, enfin la première ou deuxième, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais l'une de ces idées, c'est le développement de la caste, puisqu'on est dans le cadre d'une société hiérarchique. Donc les puissants sont en haut, les faibles sont en bas. Il y a une autre caste qui émerge, qui va être la caste sacerdotale. Et puis, la deuxième idée, c'est celle alors, qui vont ensemble. C'est pour ça que je ne veux pas les hiérarchiser, ces 2 idées. Mais la deuxième idée, c'est ce qu'il appelle la révolte des esclaves. Alors, je vais commencer par cette deuxième idée. La révolte des esclaves, donc ce sont les faibles, et il prend comme exemple la révolte des Juifs, qui étaient asservis par les Égyptiens. Et cette révolte des esclaves c'est une révolte morale,
qui consiste à dire, vous les puissants, vous vous pensez bons, mais en fait vous êtes méchants. Alors que nous, que vous considérez comme mauvais, ben en fait c'est nous les bons. Nietzsche prend l'exemple qu'il a déjà pris par ailleurs, de l'aigle et de l'agneau. Et ben l'agneau va considérer que l'aigle est méchant. Ce qui pour Nietzsche est une aberration, puisqu'on ne peut pas reprocher à l'aigle d'être un aigle. On ne peut pas attendre d'un aigle qu'il se comporte comme d'un agneau. Mais pour l'agneau, bien entendu, l'agneau ne se dit pas l'aigle est un aigle et c'est pour ça qu'il va nous attraper et nous manger. Non, si l'aigle nous attrape et nous mange, c'est parce qu'il est méchant. Ben, de la même façon, les faibles, on va reprocher aux forts, non pas d'être puissants, non pas d'agir, mais d'être méchants. Et par opposition à donc cette méchanceté des puissants, ben, les faibles se considèrent, eux, comme bons. Nietzsche fait remarquer d'ailleurs que quand les puissants ont commencé par se définir, eux, comme bons, et par opposition, ils avaient défini les faibles comme mauvais. Mauvais au sens de maladif, en quelque sorte. Alors que, chez les faibles, ils commencent par considérer les puissants comme méchants, et ensuite, ils se considèrent, eux, comme bons. On voit là la différence d'action entre des forces actives, qui commencent par définir ce qui est bon, et des forces réactives, qui commencent par définir ce qui est méchant. Vous voyez, hein, l'autre est ceci ou l'autre est cela. Alors que quand les puissants disent nous sommes bons, ils parlent de eux. Je suis bon, j'agis et je suis bon. Alors que le faible parle de l'autre. Donc là on voit bien une différence fondamentale entre ce que sont les forces actives et les forces réactives. Et leurs conséquences sur la morale. On passe d'une opposition bon-mauvais à une opposition bon-méchant. C'est là qu'est la morale. Méchant, c'est une accusation morale, en quelque sorte. Donc ça, c'est cette idée de la révolte des esclaves. Et il y a une deuxième idée qu'il développe, c'est celle du développement de la classe sacerdotale, donc de la classe des prêtres. Et la classe des prêtres va chercher à exploiter le ressentiment, et dans ce premier traité, on voit apparaître ce mot qui va devenir extrêmement important dans l'œuvre dans cet ouvrage, parce que bon, dans l'œuvre de Nietzsche, il n'y en aura pas beaucoup après, mais même dans la compréhension qu'on peut faire de la philosophie de Nietzsche. Hein. Le ressentiment est vraiment une idée clé de la philosophie de Nietzsche. C'est un des moteurs, en fait, des forces réactives, hein, pour dire les choses simplement. Cette classe sacerdotale va vouloir exploiter donc le ressentiment. C'est une classe qui va être une caste qui va être placée assez haut dans la hiérarchie de la société. Donc elle est puissante, on peut dire. Et elle ne va pas s'appuyer sur la notion de bon, de mauvais, de méchant, mais elle va s'appuyer sur l'idée de pur et d'impur. Va être considérée, et là aussi, bon, Nietzsche fait une analyse étymologique en disant, mais à l'origine, pur, ça veut simplement dire qui se lave, qui se maintient propre, qui mange des aliments sains, etc. Donc c'est lié à une idée de santé. Et en fait, elle est devenue, petit à petit, cette idée de pureté, un ensemble de pratiques, de recommandations totalement hostiles à la vie, hein, comme l'abstinence, le jeûne, les punitions diverses, etc. Donc tout ce qu'on connaît dans les pratiques religieuses en général. Avec aussi, par exemple, l'idée que il faut être pauvre, il faut être faible. On trouve ça dans les évangiles, hein, heureux les simples d'esprit, où il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche pour entrer au paradis. Vous voyez, c'est cette idée que faut pas être fort, faut pas être riche, faut être pauvre et faut être faible. Vous voyez. Et à ce moment-là, vous êtes juste, vous êtes pur. Donc Nietzsche, bien entendu, constate que
les valeurs, les comportements qui sont promus par cette classe sacerdotale, par les prêtres, sont des valeurs maladives. Faire du jeûne, c'est dangereux pour le corps. D'ailleurs, on ne peut le faire que pendant une petite période. L'abstinence sexuelle, si tout le monde pratiquait l'abstinence sexuelle, l'espèce disparaîtrait. Vous voyez. Donc c'est un idéal que tout le monde ne peut pas appliquer. Et d'ailleurs, il fait à ce moment-là un constat, c'est qu'on fait toutes ces privations au nom d'un futur. C'est un peu le pari de Pascal. Alors que les forts et les puissants sont dans le présent, dans l'action, la classe sacerdotale fait, elle, la promotion d'un sacrifice du présent, donc de l'action, pour une promesse de futur. D'où cette idée que l'homme de ressentiment est un homme du futur, qui espère toujours un meilleur futur. Il espère que dans le futur, il sera puissant. Mais pour ça, et c'est ce que constate Nietzsche, il utilise des moyens qui l'empêchent d'agir. Donc les moyens qu'on utilise pour sortir de la faiblesse, en fait, nous enfoncent dans la faiblesse. C'est ce qu'il dit dans un, je crois que c'est dans le Gai Savoir, peut-être dans Par-delà bien et mal, mais à un moment donné, il dit les décadents choisissent toujours les remèdes qui aggravent leur mal. Là, c'est exactement le cas. C'est là qu'on voit qu'il y a des équivalences entre les décadents, les faibles. C'est un peu les mêmes idées. C'est que donc ils choisissent des remèdes qui vont aggraver leur mal. Voilà. Le jeûne, la privation, l'abstinence, etc. n'ont jamais aidé à accroître sa puissance. C'est l'inverse. Oui. Donc, cette classe sacerdotale enfonce en quelque sorte les faibles dans leur faiblesse. Mais, et c'est là que Nietzsche fait un constat assez surprenant, mais assez lucide. Je vais lire le passage parce que c'est vraiment intéressant. Il dit, donc il parle de justement, la cure radicale du prêtre, c'est le néant. Bon. Donc c'est que chez le prêtre, tout devient plus dangereux. Donc, bien entendu, ce que le prêtre préconise, ça nous entraîne vers le néant. L'abstinence, encore une fois, les privations, etc. Mais là, Nietzsche remarque ceci, il dit « Avec un peu d'équité, on pourrait, il est vrai, ajouter que c'est sur le terrain même de cette forme d'existence essentiellement dangereuse, la sacerdotale, que l'homme a commencé à devenir un animal intéressant. Animal intéressant est souligné. C'est ici que, dans un sens sublime, l'âme humaine a acquis la profondeur et la méchanceté. Profondeur et méchanceté sont soulignés en italique. Et certes, ce sont là les deux attributs capitaux qui ont assuré jusqu'ici à l'homme la suprématie sur le reste du règne animal. Donc, par ces valeurs pourtant maladives, par ces recommandations maladives, la caste sacerdotale a donné à l'homme de la profondeur et de la méchanceté. Alors pourquoi est-ce que Nietzsche dit ça et pourquoi il parle par exemple de méchanceté? C'est parce qu'en fait, pour Nietzsche, ces valeurs sacerdotales, ces valeurs inversées, ces valeurs contraires à la vie, elles ont gagné. Ça, il le dit. Il le dit ici. Ce soulèvement qui traîne à sa suite une histoire longue de 20 siècles et que nous ne perdons aujourd'hui de vue que parce qu'il a été victorieux. On ne se rend même pas compte de cette inversion des valeurs qu'il y a eu avec cette révolte des esclaves et avec la classe sacerdotale, qui a développé toute une morale. Mais on ne se rend même plus compte qu'en fait, oui, en effet, ce sont eux qui ont gagné. Ça rejoint une idée que Nietzsche dit je crois que c'est dans un écrit posthume, il dit il faut toujours protéger les forts des faibles. Parce que les faibles gagnent, en fait. C'est ça. Les forts dans le sens de...
encore une fois, il ne s'agit pas de faire la promotion juste des puissants, etc. Non, les forts, ce sont ceux qui agissent. Alors que les faibles, ce sont ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas agir. Mais vous voyez, donc en fait, les faibles ont gagné. C'est là que c'est important, la compréhension comment dire, de ce que sont les forces pour Nietzsche. Même quand ce sont des forces réactives, ce sont quand même des forces. Et donc les forces réactives peuvent gagner sur les forces actives. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc ce petit passage est vraiment intéressant parce que jusqu'alors on pourrait dire d'accord, il y a les puissants qui agissent, les faibles qui sont complètement empêtrés dans leur faiblesse et qui en plus adoptent des comportements presque suicidaires, on va dire. Donc bah la partie est gagnée, quoi. Les forts vont gagner. Eh bien non. Par la morale, les faibles ont gagné. Ça c'est vraiment une chose qu'il faut comprendre, hein, et donc là, Nietzsche nous explique hein, que voilà, ils ont acquis l'espèce humaine a acquis non seulement une méchanceté, mais une profondeur. Parce que cette profondeur qui fait que il faut comprendre comment les faibles peuvent gagner. Et ce qui nous différencie, bien entendu, il dit à ce moment-là, des autres animaux, parce que chez les autres animaux, il n'y a en quelque sorte que de la volonté de puissance active, en fait. C'est-à-dire que même l'agneau, il vit sa vie d'agneau, quoi. Et l'aigle vit sa vie d'aigle. Alors que chez l'humain, il y a cette opposition au sein même de l'espèce humaine. C'est comme si il y avait les aigles et les agneaux dans la même espèce. Et donc là, forcément, on acquiert une profondeur. C'est-à-dire que l'aigle et l'agneau sont des espèces assez simples à comprendre, alors que comme l'humain, il est à la fois aigle et agneau, ou il peut être à la fois aigle et agneau, forcément, ça lui donne plus de profondeur que les autres espèces. Donc voilà, donc nous approchons de la fin de cette vidéo. Euh, donc, en résumé, une idée forte, hein, c'est qu'on est passé d'une opposition bon-mauvais au sens de la santé à une opposition euh, bon-méchant, donc qui déjà là inclut un jugement moral, puis à une espèce d'opposition pure-impure, hein, qui est la, la classification faite par la classe sacerdotale, qui amène à la promotion de valeurs maladives, hein, de valeurs de faiblesse, de restriction, mais qui malgré tout vont gagner. Hein, et qui vont gagner au nom d'un sacrifice du présent pour un futur qui serait meilleur. Alors, il y a un petit passage dont je ne vous ai pas parlé, que je vous laisse découvrir en lisant le texte, en lisant le livre. Ce passage, c'est le paragraphe 14 de la première dissertation, qui est où Nietzsche s'amuse à faire une petite mise en scène d'une fabrication de l'idéal. Alors, c'est doublement intéressant, bon, dans la forme, hein, que je vous laisse découvrir, qui est assez amusante, et puis aussi parce que Nietzsche fait à ce moment-là le lien entre la religion, mais aussi l'idéal. Donc il y a un lien très fort, selon lui, je dirais même, selon moi, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que les idéaux sont toujours des formes de religion. Mais je vous laisse le découvrir dans le texte. Je ne saurais trop vous inciter, comme toujours, hein, à aller lire le texte. Alors, je suis passé de ce livre dans la collection grise, hein, qu'on appelle hein, chez Gallimard, à celui-ci que j'ai beaucoup utilisé. Donc c'est comment dire, c'est la collection Les intégrales de philo chez Nathan. J'ai trouvé que le texte critique, les notes, tout ça, c'était très bien fait. Donc bon, je vous mettrai les références de ces deux livres dans la description si jamais vous êtes intéressé. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez donc la récompenser d'un petit pouce vers le haut. Hein, c'est toujours, ça fait plaisir. Et puis c'est aussi important par rapport au référencement YouTube. Et puis si vous voulez être tenu au courant des sorties de mes prochaines vidéos, en particulier de la prochaine, hein, qui sera sur les deux derniers traités de la généalogie de la morale, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Donc, je vous remercie encore pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.